Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Nourdine, qui est guidée aujourd'hui par Jamix de l'école de Paris. Malvoyant de naissance, Nourdine fait sa demande de chien guide dès son arrivée en région parisienne. En couple avec Tatiana, également déficiente visuelle et accompagnée par un chien guide, ils sont parents ensemble de 2 petites filles, avec 2 chiens guides, mais aussi leurs 2 chats. Mais comment s'organiser avec des enfants en bas âge, tout en étant déficients visuels et guidés par un chien guide ? Nourdine nous raconte comment ils ont accueilli leur première fille, toutes les questions qu'ils se sont posées en tant que parents déficients visuels et les astuces qu'ils ont pu trouver. Il revient aussi sur comment il s'organise dans ses déplacements et dans les moments de détente en tant que papa avec ses filles de 1 et 6 ans et son chien guide Jamix. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Nourdine. Et bonjour. Merci d'avoir accepté de passer un peu de temps avec moi pour mon podcast Futur Chien Guide. Je voudrais d'abord que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises un peu plus sur toi. Du coup, donc moi c'est Nourdine, je suis travailleur social de profession, actuellement au chômage parce que les postes en Gironde, faut le permis. Je suis maître de mon 3e chien guide Jamix depuis 4 ans. Parce que pour resituer, toi, du coup, tu es en région bordelaise, on dit ça comme ça. Tu nous disais que toi, en tant que travailleur social, du coup, ton métier, c'est quoi au quotidien, si tu peux l'illustrer Alors moi, je suis assistant social de formation. Donc j'ai bossé en tant qu'assistant social dans les services départementaux. Donc en gros, c'est l'assistant social généraliste, un peu comme les médecins généralistes. On fait tout, de l'insertion, de l'aide alimentaire, du soutien vers l'accès au logement, des évaluations de personnes dites vulnérables ou d'enfants en danger. Et toi, tu exerçais du coup ce métier-là en région parisienne. J'ai fait 3 départements en région parisienne. J'ai fait le Val-de-Marne, après j'ai fait Paris, après j'ai fait l'Essonne. Toujours en train de contractuel. Après, j'ai été du coup éducateur de rue auprès des jeunes de quartiers dits sensibles. Là, j'étais en associatif à faire des actions individuelles et collectives avec les jeunes de 11 à 21 ans. Donc, ça consistait à faire des séjours, à faire du soutien scolaire, du soutien vers l'insertion professionnelle dans les démarches administratives, etc. Ouais, donc plein de choses autour... La prévention et autour de la sécurité, autour du pénal aussi, accompagnement au tribunal, etc. Ok. T'as basculé quand entre Paris et la région bordelaise? C'est assez récent? Et j'ai basculé en 2018, du coup, entre Paris et la région bordelaise. Du coup, en fait, moi, je suis originaire de Rouen à la base. D'accord. Donc de la Normandie. Je suis venu à Paris dans les années 2005-2006 pour rejoindre ma compagne. Et en fait, j'ai tenu 12 ans à Paris et au bout d'un moment, j'ai craqué, j'en pouvais plus. D'accord. Et du coup, on a décidé de partir en région bordelaise. C'est une région qu'on aimait bien. Donc c'est assez récent quand même. Assez récent. Et du coup, tu nous as un peu parlé de tes chiens guides. Comment ça s'est passé pour toi, l'approche du coup des chiens guides? Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais? Est-ce que tu as toujours été malvoyant? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors moi, je suis malvoyant de naissance. D'accord. J'ai une maladie qui touche les yeux, les poumons, qui peut toucher le cœur, qui peut toucher les nerfs, qui peut toucher pas mal de choses. C'est une maladie génétique Ouais, c'est une maladie génétique alors qu'on n'a pas très bien encore détecté, on sait pas tout à fait ce que j'ai. D'accord. On le saura peut-être un jour ou pas, mais... Selon l'avancée de la science. Plus selon l'avancée de mes démarches aussi là-dedans. Très clairement. Oui, c'est sûr que c'est un peu des 2 côtés, du coup, il faut avancer. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, j'ai une malformation cornéenne donc qui est réparée puisque j'ai eu des greffes de cornée de chaque côté. Mais là-dessus, c'est rajouté une dégénérescence du nerf optique. D'accord. Mon nerf optique du côté gauche est mort et enterré, et celui-là du côté droit commence petit à petit à décéder. Donc, ce qui veut dire que actuellement, ou progressivement, en tout cas, tu es devenu aveugle de l'œil gauche? Aveugle de l'œil gauche, je pense que je l'ai toujours été. En fait, ils ont détecté que le nerf optique du côté gauche était décédé après ma greffe de cornée. Parce que du coup, avant, ils pouvaient pas le voir vu que la cornée était complètement opaque. Ok. Et donc, tu as encore un peu de vue, de vision? Du côté droit, voilà. Et c'est de la vision, du coup, que j'ai travaillé énormément
donc dans de la rééducation et aussi dans ma vie de tous les jours. Et du coup, en fait, quand tu me vois comme ça, t'as pas du tout l'impression que je suis malvoyant parce que j'ai tellement travaillé ma vision que je me débrouille quasiment normalement, quoi. Et comment t'en es venu du coup à avoir un chien guide? Est-ce que ça a été naturel pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que t'avais toujours eu en tête puisque c'est de naissance ou pas du tout? Alors, en fait, le milieu des chiens guides, moi, je le connais de par l'école de Louviers à l'époque, dans les années 90. C'était dans quel... Dans l'Eure. En fait, ma tante connaissait très bien l'école de Louviers et du coup, elle m'y amenait régulièrement. Donc, du coup, j'ai beaucoup rencontré le chien guide à ce moment-là. Il faut savoir que jusqu'à mes 15-16 ans, j'utilisais ni canne blanche ni rien. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, non, j'étais en mode survival. On en connaît d'autres, hein. Voilà, j'ai même conduit des scooters, etc. D'accord. Mes parents vont entendre ça. C'est la jeunesse, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Ça me fait penser à Arthur, mais Arthur n'a pas conduit de scooter. En tout cas, il me l'a pas confié. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivé en région parisienne, là, je me suis rendu compte un peu de mes limites. Je me suis dit, oh là, il y a beaucoup trop de monde, ça craint. Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai pris une canne blanche, ce qui est devenu très vite relou. Ouais. Parce que bon, en région parisienne, en plus, moi, je passais par Montparnasse à l'époque parce que j'allais chez mon frère qui était dans la banlieue par là-bas. Donc Montparnasse, c'est l'endroit où je me suis perdu la première fois à Paris. Et du coup, la canne n'a pas tenu très longtemps à Paris. Ok, ouais. Bah, il y a beaucoup d'obstacles à détecter à la canne aussi à Paris. C'est très dense. Puis les gens font pas gaffe, quoi. Donc tu es passé un peu à la canne, mais ça a pas tenu des années. Voilà. Et donc du coup, en fait, j'ai fait très vite une demande de chien guide, donc qui a pris un petit peu de temps. Ouais. J'ai fait la demande en 2007, je crois. Je suis arrivé à Paris en 2006 et j'ai dû faire la demande en 2007. T'es vite passé de la canne. T'as vite vu que c'était pas possible pour toi. J'ai vu que ça devenait compliqué. Du coup, j'ai eu Bongo, ouais, c'est ça, en 2008. Donc de l'école de Paris. De l'école de Paris, ouais, un gros labrador golden noir, qui était tout pépère, tout calme, tout tranquille, qui guidait vachement bien. C'était naturel pour toi cette aventure avec lui ou ça s'est passé comment? Ça a été compliqué dans le sens où moi j'ai mon reste visuel. C'est-à-dire que j'ai dû m'adapter en fait avec le reste visuel que j'avais et faire en sorte de pas devancer le chien un peu. Devancer le chien, voilà, de pas anticiper le chien, les réactions du chien. Ce qui a pris un peu de temps, hein. Ça a pris 1 ou 2 ans quand même. D'accord. Voilà, le temps d'adaptation, le temps de tout ça. Et au final, ça s'est bien passé, vous êtes bien entendu. Et au final, ça s'est super bien passé. Et au final, en fait, c'est un peu moi qui ai détecté du coup la mise à la retraite de Bongo. Ouais. Parce qu'à un moment, il en avait marre en fait de guider. Hein. Clairement, il était fatigué. Ouais. Voilà, il avait de l'arthrose. Je suis quelqu'un qui marche énormément, qui prend rarement les transports en commun. Quand je les prends, je speed. Donc pour le coup, voilà, puis en plus j'habitais en banlieue parisienne, donc le chien, je l'ai pas ménagé non plus. Il est parti à la retraite à quel âge du coup? Il est parti à 8 ans et demi. Donc oui, tu l'as eu jusqu'en 2014, quelque chose comme ça? Jusqu'au mi-2015. Oh, vous avez fait un bon bout de chemin ensemble du coup. Jusqu'à avril 2015. Du coup, on a fait quand même un bon bout de chemin ensemble parce que Bongo, je l'ai eu en mars 2008. 7 bonnes années ensemble. Et il a fini sa vie, du coup, dans sa famille qu'il avait éduquée au départ. D'accord. C'est la famille d'accueil qui est devenue sa famille de retraite. C'est chouette, ça. Et du coup, il est décédé là en 2019. T'avais encore des contacts avec eux ou comment ça s'est passé? Ouais, j'avais des contacts et je l'ai même vu quelques jours avant qu'il décède. Ah, d'accord. Ils avaient un peu senti la fin aussi ou c'était un hasard? Ouais. Puis ils avaient senti la fin et puis moi, l'occasion faisait que j'étais sur Paris. D'accord. Et que du coup, voilà, on en a profité. Bon, il est parti apaisé, tranquillement, du coup. Voilà. Donc en 2019. Mais j'imagine que toi, de ton côté, en 2015, ton aventure s'arrête pas là avec les chiens guides. Voilà, j'ai pris Inco très vite, c'est-à-dire qu'en fait le transfert Bongo-Inco s'est fait hyper rapidement parce qu'à l'époque je me sentais pas de repartir en canne. D'accord. Ce qui a peut-être été une erreur de ma part en fait. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais, c'était en 2015 aussi du coup. Ouais, c'était aussitôt après. D'accord. Aussitôt derrière. J'ai eu Inco aussitôt derrière. J'ai remarqué assez rapidement que c'était un chien qui était peureux dans le sens où dès qu'on allumait l'eau ou qu'on faisait un barbecue, le chien il se carapatait de l'autre côté. Donc j'ai eu des petits signes un peu comme ça. Au demeurant, c'était un chien qui était hyper speed et hyper bien pour moi au niveau du guidage, c'est-à-dire qu'il tractait énormément et que du coup, j'avais pas besoin de devancer. C'était vraiment l'avantage de Inco, c'est que c'était un chien tracteur, quoi. Et quand je faisais du travail de rue, c'était à l'époque j'ai dit un poste d'éducateur de rue en 2016, du coup, c'était vachement bien parce que le chien était infatigable. Hein. Ouais. Enfin, très clairement, je pouvais faire 20 km en rue et rentrer le soir et continuer, quoi. Ouais, donc beaucoup d'énergie, mais du coup, il y avait ce petit signe de peur qui était pas forcément bien pour lui, quoi. Ouais, et puis d'agressivité avec les congénères.
Dès qu'il y avait une bouche d'aération, il flippait. Enfin voilà, c'était un peu problématique. Ouais. Moi, ma fille venait de naître, donc on a laissé le temps de voir aussi comment ça se déroulait. Et en fait, en 2017, j'ai mis un stop en disant en fait ça commence à plus être possible. Enfin, j'ai une petite à la maison, donc s'il aboie parce que il entend du bruit dehors, je préférais appeler l'école et leur dire là on va mettre un stop en fait parce que c'est pas possible pour moi quoi. Ouais. Et du coup, tu me disais que tu as eu ta première fille, alors puisque c'est un peu le sujet sur lequel je voulais un peu avancer avec toi, c'est ton rôle de papa en tant que maître de chien guide, parce que tu as eu ta première fille donc pendant que tu avais Inko. Comment ça s'est passé du coup avec ta femme? J'imagine vous avez eu ce projet-là, et puis la petite est arrivée. Il y a eu des changements ou pas du tout dans votre relation avec Inko? Il n'y a pas eu tant de changements que ça. Il y a eu une petite évolution, peut-être dans la manière de faire, où effectivement, Inko du coup et le chien de ma femme à l'époque, qui était Darline, et ont fait la connaissance avec la petite quand ma femme était à la maternité, parce qu'on avait réussi à pouvoir faire rentrer les chiens dans la maternité et dans la chambre d'hôpital. Parce qu'il y a quand même une information que tu as complètement omise. Moi, je le sais, mais les auditeurs ne le savent pas. C'est que ta femme est aussi, du coup, malvoyante ou aveugle. Elle est complètement non-voyante. Et en effet, on a un peu obstrué cette partie de l'histoire. Tu nous as dit que tu l'avais rejoint à Paris. C'est ça. Mais il me semble qu'elle a aussi, de son côté, une aventure avec les chiens guides. Ouais, elle a eu son chien quelques mois après que j'ai eu Bongo. D'accord. En 2009, donc elle a eu Darline, qu'elle a gardée jusqu'en 2018. De l'école de Paris aussi. Voilà, et du coup, qui est partie à la retraite quand on est arrivé à Bordeaux. Oui, on a omis ça, mais c'est un détail qui a toute son importance. Qui a son importance, et on a en plus 2 chats. Donc en 2016, vous avez choisi d'agrandir la famille. Est-ce qu'il y a des questions particulières que vous vous êtes posées ou ça a été complètement naturel? Ça a été complètement naturel par rapport aux animaux, alors que ce soit par rapport aux chiens ou aux chats. Moi, j'ai toujours navigué avec des animaux dans ma vie, même jeune enfant. Et du coup, ça a été assez naturel. Les animaux ont fait connaissance d'abord avec l'odeur de mon aîné, du coup, parce que j'ai ramené les affaires sales à la maison avant d'aller en maternité. Je les ai posés un peu devant eux, etc. Et après, on a pu faire rentrer les chiens en maternité pour que les chiens fassent connaissance. C'est pour ça que tu disais les chiens. C'est parce que du coup, il y avait ton chien guide, donc c'était Inko à l'époque. Voilà. Et Darling qui guidait ta femme, du coup. Et on avait la chance d'avoir un super ami qui nous a fait énormément d'allers-retours maternité, maison, maternité, administration, etc. en voiture. Ce qui m'a permis de pouvoir amener les 2 chiens en voiture à la maternité sans difficulté. Et le retour à la maison, alors comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai géré plutôt les chiens, les sorties des chiens, etc. En tout cas dans les débuts. Peut-être la seule interrogation qu'on se posait, c'était comment sortir avec l'absent. Qu'on se posait avant que la petite arrive. Ouais. C'est comment sortir du coup avec la petite et les chiens en même temps. Parce qu'on comprend bien que la poussette avec un chien guide, ça peut être compliqué. Oui, parce que t'as quand même besoin de ta main pour être sur le harnais du chien guide. Voilà, et puis t'as besoin d'une autre main au cas où pour faire des courses ou choses comme ça. Donc en fait, très vite, on s'est dirigé vers des moyens de portage, des porte-bébés ou des écharpes de portage. Alors ça a été d'abord écharpe de portage pour moi, puis après porte-bébé. Et Tatiana, très vite porte-bébé seulement. D'accord. Les écharpes, c'est trop compliqué. Chacun son truc, en tout cas. Là-dessus, il n'y a aucun jugement. Mais en tout cas, vous avez trouvé cette solution-là qui vous permettait d'avoir les mains libres pour le chien et pour les autres tâches de la vie quotidienne. C'est ça. Tout en ayant l'enfant avec vous et en sécurité. Parce qu'on se pose souvent la question aussi de comment on gère la sécurité d'un enfant sans le voir aussi. Je pense que ça, c'est une question qui est assez intéressante. Et vous avez donc, dans les déplacements, trouvé cette solution-là qui vous a... Ouais, c'est vrai que c'est une question qui revient très régulièrement. Qui prendrait plus d'1 heure d'entretien, je pense, à déconstruire. Mais déjà, en nous donnant une solution comme le portage, qui est une solution qui est accessible à tous, qu'on soit voyant ou non-voyant, c'est pas du tout réservé à une frange de la population. Eh ben non, et puis qui est super pratique en fait quand t'as des enfants et que tu dois cuisiner ou faire autre chose et que l'enfant est pas forcément disposé à rester posé quelque part ou tranquille. Parce qu'il y a 2-3 ans, ça peut être compliqué. Donc effectivement, le portage, ça reste une solution même à domicile. Moi, je l'utilise très régulièrement à la maison avec la deuxième du coup. Et pas que pour des tout petits en tout cas. Alors avec la grande, j'utilise plus. Maintenant, 5 ans et demi, c'est bon. Mon dos, il va pas aimer. J'imagine. J'utilise avec la deuxième, qui est arrivée en 2020. Alors justement, on va continuer de dérouler le fil. Donc en 2016, votre aîné naît. 2015, pardon. Inko, finalement, tu passes la main en disant c'est plus possible en 2017. Qu'est-ce qui se passe de ton côté en 2017? Tu fais une pause ou pas du tout? J'ai fait le choix de faire une pause, de voir comment je me débrouillais aussi en Cannes. D'accord. Et aussi le temps que l'école me trouve un autre chien qui était aussi plus tranquille, moins stressé, etc.
Du coup, ça a pris quelques mois, hein, ça a pris 5-6 mois dans mes souvenirs. Oui, c'est assez rapide quand même. Je l'ai fait en février et j'ai eu Jamix en juin. D'accord. Donc Jamix vous a rejoint au mois de juin 2017. Voilà, en sachant que Jamix c'était une seconde main parce que du coup il était avec quelqu'un avant, D'accord. qui ça collait pas. Hein. L'école connaissant mon rythme. Donc Jamix correspondait à ton profil à ce moment-là. Jamix correspondait plutôt bien à ça, ouais. Et correspond toujours plutôt bien à ça. Et donc depuis Jamix, il y a eu quand même quelques évolutions encore dans votre petite famille, puisqu'on a compris que Darling en 2018 du coup est parti à la retraite. Ouais. J'imagine qu'il y a un autre chien qui est arrivé. Ouais, ma femme en a eu un autre, donc du coup Manchou, qui pareil était réformé en 2019 parce que pareil trop stressé, c'est-à-dire qu'il faisait un chemin qui était différent de celui qu'il avait l'habitude de faire, même pour un simple trottoir en face, le chien pouvait stresser à mort. D'accord. On comprend bien que quand on a des enfants, les chemins ils sont jamais habituels, hein, donc Ouais. parce que soit l'enfant veut passer par tel ou tel endroit, soit nous on doit aller à tel ou tel endroit. Et puis même dans la vie de tous les jours, hein, enfin on va pas forcément faire les mêmes chemins tout le temps. Elle a pas eu de chien pendant une bonne année et du coup là elle a Oswan qui est arrivé fin de l'année dernière. Donc qui est toujours de Paris ou plus? Qui est de Paris et qui a été remis donc par l'école de Bordeaux, par un éducateur de Paris, mais via l'école de Bordeaux. Voilà, parce qu'ils ont mutualisé son dossier. Ouais. Oswan en mutualisation, on a déjà parlé de cette question de mutualisation avec une autre de mes invitées qui était Karen dans l'épisode 13, parce que elle avait justement un profil qui collait pas avec les chiens qu'il y avait à l'école de Paris en éducation au moment où elle a demandé, et du coup c'était une chaîne de l'école du Nord qui est venue faire sa remise sur Paris. Ouais, c'est ça, ouais. Tatiana, elle avait besoin d'un chien qui était calme, tranquille et qui marchait pas trop vite. Oui. Et donc du coup, les chiens de l'école de Bordeaux étaient beaucoup trop speed et peut-être que du coup, Oswan qui est arrivé. Et il me semble aussi que entre temps, il y a aussi une arrivée d'enfants. Voilà, il y a la deuxième qui est née. Elle est née du coup en quelle année? Mais 2020. Donc ton est née en 2015 et la seconde en 2020. Et toute jeune. Elle est toute mini, elle a 1 an et 1 mois. Elle marche déjà pas mal, hein. Elle est très vive. On a un petit singe, hein. Du coup, elle va être en assistante maternelle l'année prochaine. La grande va rentrer en élémentaire. Avec toute cette petite famille, comment ça s'organise votre quotidien pour nous illustrer un petit peu avec 2 chiens, 2 chats, 2 enfants? Comment toute cette petite bande vit au quotidien? Eh bien, c'est sportif, c'est-à-dire, enfin, c'est sportif, non. En vrai, c'est pas si sportif que ça. Le quotidien s'organise assez simplement. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire en sorte que les institutions scolaires et autres nous acceptent avec le chien. Ouais. Qui a pu être compliqué dans l'école où elle est actuellement, mais ce qui s'est vite réglé, parce qu'en fait, j'aurais pas laissé le choix. D'accord. Non, parce que du coup, l'excuse c'était oui, mais vous comprenez, avec les petits-enfants, les chiens... Oui, enfin, ton chien, il est pas là pour aller mettre ses poils et sa truffe de partout, quoi. Oui, c'est ça. Mon chien, il est tenu en laisse, on va se calmer un peu. Il est pas là pour faire le tour de la salle de classe. Non, puis de toute façon, avec le Covid, on rentre plus dans les salles de classe, donc ça règle le problème. En plus. Après, ce qui effectivement peut paraître un peu plus compliqué, notamment pour les gens qui voient, c'est dans les déplacements, quand l'enfant est un peu plus grand, c'est-à-dire qu'il a 2 ou 3 ans, où là, le gamin, il veut courir partout et tout. Ouais. Là, pareil, hein, on a des choses où on s'adapte un peu. Ma grande avait un sac à dos, alors au début, c'était koala, puis après, c'était singe, où en gros, du coup, la queue de l'animal sert un peu de laisse. Alors, dit comme ça, c'est bizarre. Mais du coup, c'est un sac à dos, en fait, en peluche. Et la queue de la peluche, en fait, sert de laisse. Il y a un petit anneau, on peut mettre notre poignet dessus, et du coup, l'enfant peut nous tenir la main, et du coup, nous tient la main avec la anse, ou peut se décaler. Il y a 2 ou 3 mètres de large, voilà, où il peut se décaler. Oui, et c'est une sécurité, en tout cas. Complètement. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir nous faire des courses, parce qu'on a une main qui est déjà prise par le chien, et donc, on a quand même besoin d'une deuxième main pour pouvoir porter un sac, ou tirer un caddie, ou autre. Oui, l'idée, c'est d'assurer la sécurité de l'enfant, tout en lui laissant un peu de liberté, mais c'est plus simple d'avoir cette sécurité avec 1 mètre, 2 mètres de distance, avec ce lien qui est la queue de l'animal, du coup, de ces 2 animaux. Parce que, on le précise, c'est toi qui as le chien, et en aucun cas, une de tes filles tient le chien. On le dit, puisqu'on n'en a jamais parlé ici. Et du coup, c'est intéressant de discuter de ça avec toi, justement, parce que déjà, tu vois, le chien guide, c'est déjà le monde méconnu. Mais alors, en rajoutant les jeunes enfants à côté, c'est sûr que toi, tu as le chien qui te guide toi, et du coup, il s'adapte quand même un peu à la présence de l'enfant, je pense. Ouais, il s'adapte assez facilement. Alors après, c'est aussi à l'enfant de s'adapter par rapport au chien. C'est-à-dire à pas courir n'importe où, à pas marcher devant le chien, à pas gêner le passage. Donc c'est aussi un apprentissage pour l'enfant, mais comme une personne qui est en canne blanche avec son enfant. Hein. Oui, c'est un apprentissage de l'interaction à avoir, principalement dans les déplacements, j'imagine. Ouais, voilà, mais comme tout enfant, enfin, comme si t'as un gosse qui marche devant tes pieds quand tu marches avec lui, c'est pareil, c'est aussi gênant. Ça revient un peu au même. C'est juste qu'il y a un truc supplémentaire qui fait que l'adaptation est un tout petit peu différente, mais finalement c'est la même chose. Oui, quelques mesures à prendre naturellement dans comment on marche à un parent
un chien guide et un enfant. Et puis apprendre aussi à faire confiance à son enfant et lui apprendre les règles de sécurité en rue très rapidement. Oui. La grande, à partir de 3 ans, elle marchait toute seule. D'accord. Alors des fois, je lui tiens la main pour les passages piétons, etc. Et puis elle en demande aussi. Mhm. Je lui ai appris à marcher toute seule devant moi, alors toujours devant moi, et toujours en faisant un petit peu de bruit pour que je sache où elle est, et à m'attendre à chaque passage piéton. Donc ça veut dire qu'il y a un lien de confiance et que ça, vous l'avez instauré entre vous. Et ne pas tourner, même si le passage piéton est un peu tourné par rapport au trottoir, elle m'attend au niveau de la limite du trottoir et elle tourne pas vers le passage piéton. Oui. Et sinon, il y a ma grosse voix qui l'appelle très vite et elle revient aussitôt. Et avec ta compagne, j'imagine que c'est à peu près le même fonctionnement. C'est à peu près le même fonctionnement, avec toujours le rappel à chaque fois qu'on sort des règles de sécurité, de faire attention au tramway, de regarder les feux, de regarder à droite et à gauche même si le feu il est vert, des petites choses qu'on rappelle tout le temps et de manière peut-être un petit peu plus insistante qu'un parent voyant pourrait le faire avec ses mômes, quoi. Faut vraiment assurer leur sécurité et je pense que c'est l'objectif de tous les parents, mais du coup on s'adapte en fonction de ses capacités aussi. Ce qui ne vous empêche pas de faire plein de choses, j'imagine. Ouais. Nous on part en vacances, on part en Tunisie, mais c'est vrai que pour finir juste sur le lien de sécuritaire, c'est vrai que si moi je la vois plus ou que je la vois encore mais que je sais qu'elle a tourné derrière un mur, je m'arrête systématiquement et je reste là où je suis. D'accord. Voilà. Et comme ça, d'elle-même, en fait, elle revient sur ses pas systématiquement. Vous avez du coup appris à vous attendre mutuellement, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a cette liberté, il y a cette confiance, comme tous les parents qui disent souvent tu t'arrêtes quand tu me vois plus. Oui, c'est ça. Ce lien qui est visuel, mais qui dans votre cas est aussi sonore. Complètement. Donc les petites, elles chantent tout le temps dans la rue? Non, mais on entend qu'elle regarde, des fois elle nous parle, fait des cris d'animaux. Puis elle part pas très loin en vrai, hein. Enfin, elle est à 1 ou 2 mètres devant nous, quoi. C'est très très rare quand elle part loin, c'est parce qu'elle est avec une copine et que du coup je l'entends avec ses copines, quoi. Et donc ça a été assez naturel pour vous, l'arrivée de votre aîné. Ça n'a pas posé beaucoup trop de questions. On s'est posé quelques questions par rapport à notre handicap. Pas forcément le chien guide, il n'y a pas eu de questions Spécifiques au chien. Ouais, non, de ma part, il n'y en a pas eu. La seule chose, c'est que du coup, on fait quand même attention à ce que les enfants restent pas seuls avec les animaux. Oui, on le redira jamais assez, hein. Malgré tout, ça reste des chiens, même si c'est des chiens guides. Bien sûr. Et du coup, votre arrivée à Bordeaux, donc vous avez votre seconde fille à Bordeaux même. Ouais. Comment ça s'est passé le projet du coup d'avoir le deuxième? Alors parce que une petite, c'est déjà sport, sûrement. Ça demande beaucoup de confiance. Rajouter une deuxième dans la balance. Comment ça s'est passé de votre côté? Le projet était là déjà quand on était à Paris, en fait. Du coup, la deuxième est arrivée. On n'était pas à Bordeaux même, on était à Bègles, donc une ville d'à côté, qui est vraiment dans la périphérie de Bordeaux, très proche. Hein. Et elle est née à Bordeaux, donc à la maternité de Bordeaux. Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez eu aussi des questions de comment gérer? Parce que là, il fallait plus une main, il en fallait deux, déjà qu'il n'y en a pas une. Alors l'aînée était assez grande déjà, elle avait 5 ans. J'imagine que les liens s'étaient déjà beaucoup créés, la confiance aussi. Mais est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont surpris un peu ou que vous aviez anticipé au contraire? Disons qu'on a un mode éducatif, c'est pas du tout lié au handicap. Je préfère le souligner. On a très vite autonomisé en fait la grande, la petite d'ailleurs pareil. Hein. Petit à petit, hein, autonomisé dans le sens où en gros on n'était pas non plus à la portée toutes les 30 secondes. Ouais. Et à un moment on l'a posée, on la faisait jouer sur des trucs pendant que nous on était occupés à faire la cuisine ou autre chose. Lui donner un peu d'indépendance. Voilà, un peu d'indépendance et un peu de si tu t'ennuies, tu trouves un jouet et tu t'occupes quoi. L'apprendre aussi à s'ennuyer et à se trouver elle-même une activité. La petite, on commence à fonctionner un petit peu comme ça parce qu'elle a 1 an, hein, donc faut laisser le temps au temps. Oui. Mais elle commence aussi à s'autonomiser entre guillemets. Ce qui est peut-être un peu plus sport, c'est que du coup la grande est dans une tranche d'âge à 5 ans où elle est entre l'enfant qui réclame vachement d'attention et l'enfant qui veut être très très autonome. Donc c'est sport un peu à ce niveau-là, mais comme tout enfant de 5 ans et demi, en plus avec l'arrivée de la deuxième qui pour le coup, là elle se rend compte qu'elle prend plus de place, qu'elle commence à jouer avec ses jouets, de l'autre tout parent qu'on a 2 quoi. Et du coup oui, on a dû un peu se réadapter dans le sens où la petite commence à faire du cheval sur les chiens. D'accord. Voilà, essayer de surveiller un peu aussi l'interaction avec les animaux. Elle était un peu plus vive avec ses animaux. Ouais, et puis en fait on avait perdu un peu cette habitude de surveiller cette interaction parce que la grande a grandi et que du coup on oublie vite les petits détails un peu relous. Donc apprendre à ne pas tirer les oreilles, à respecter l'animal. On n'a pas trop faire de cheval sur le chien qui a fait tant, pas aller embêter le chat, sinon on se fait griffer. Mais du coup on surveille quand même du coin de l'œil que ça dégénère pas non plus. Ouais, ton rôle de papa avec la présence des jeunes enfants en même temps que ton chien guide, au quotidien en fait ça a l'air de s'organiser plutôt naturellement pour toi. Ouais,
complètement. Quand tu te déplaces avec les deux, j'imagine que tu nous disais qu'il y en a une en porte-bébé sûrement et une devant. Ouais, ou à côté, ou qui me tient la main, ça dépend. Et justement, est-ce que tu penses qu'il y a des inconvénients ou au contraire des avantages à avoir un peu les deux? Est-ce que quelqu'un qui aurait aujourd'hui des jeunes enfants et qui veut faire une demande de chien guide, est-ce que il y a des choses à savoir un peu avant ou est-ce que ça peut être très naturel? Faut connaître ses limites par rapport à son handicap. Faut voir aussi, parce que j'imagine que s'il veut faire une demande de chien guide, c'est que la personne utilise d'abord une canne blanche. Mm-hmm. Pour moi, s'il arrive à gérer une canne blanche avec 2 mômes, il arrivera à gérer un chien guide avec 2 mômes. En tout cas, dans les déplacements. Mm-hmm. Après, effectivement, à la maison, il y a une petite adaptation à avoir à ce que les enfants comprennent la place des animaux, à aussi ce que les animaux comprennent la place des enfants. Ah, ça, c'est sûr qu'au début du mois, Cyrielle nous en a beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'elle est famille d'accueil, elle nous parlait dans l'épisode 20 justement de ce rôle de famille d'accueil qu'elle a eu et qu'elle a gardé quand elle est devenue maman. En plus, elle a eu 2 jumeaux en même temps et qu'il fallait éviter à ce que tout le monde pense qu'ils étaient frères et sœurs et qu'ils fassent une petite meute de chiens, de chiots en fait, mais que chacun comprenne la place du chien, des petits-enfants, et en tout cas que chacun comprenne les limites en effet de ce qui était permis ou pas, quoi. Complètement. Et pour nous, c'est vachement important que les familles d'accueil soient dans la vie de tous les jours. La majorité des gens, en tout cas que moi je connais, se déplacent beaucoup, partent à l'étranger, sont ultra dynamiques, bossent ou bossent pas, mais font plein de choses. Je crois que c'est les dénominateurs communs de mes invités, sans l'avoir fait exprès. Et du coup, c'est aussi important qu'on ait des familles d'accueil qui soient dans la vie de tous les jours, avec des enfants, avec une vie quotidienne riche, normale, pour aussi que le chien s'adapte à cette vie aussi mouvementée et faite de déplacements, faite de choses qui sont pas forcément habituelles, de partir en camping, de partir ailleurs. C'est assez important. Écoute, en tout cas, c'est vrai que ça se voit, que ce soit du côté des déficients visuels, des bénéficiaires que j'ai interrogés, ou du côté des familles d'accueil, c'est vrai que ça se ressent. Hein. C'est aussi ce que je voulais montrer par ces épisodes. L'univers qui est méconnu des chiens guides n'est pas un univers d'un âge certain aussi. Il y a tous les âges, et il y a tous les types de chiens, il y a tous les types de familles d'accueil, et il y a aussi tous les types de bénéficiaires, et ce qui fait qu'on arrive à faire coller des profils, non pas de famille d'accueil vis-à-vis des bénéficiaires, mais plutôt du chien qui passe de l'un à l'autre, pour justement avoir cette diversité que représente tout simplement la société, quoi. Complètement. Je voulais aussi te demander si tu avais appris quelque chose ou découvert un peu dans toute cette aventure auprès des chiens guides d'aveugles, quelque chose que tu n'avais pas forcément en tête quand tu as fait ta première demande de chien guide, un effet un peu bonus du chien guide. Alors l'effet bonus du chien guide, je l'ai appris surtout avec le premier. C'est un peu l'effet bonus, les gens qui se décalent, les gens qui te laissent passer instinctivement, beaucoup plus instinctivement que quand ils voient une canne blanche. Ouais, c'est un peu le regard du handicap. Est-ce que tu parles du coup de visibilité du handicap avec le chien qui est pas la même qu'avec la canne? Non, je pense que les gens voient le chien et que du coup ils voient que le chien va pas se décaler de toute façon de sa trajectoire. Ouais. Et que du coup ils vont se pousser parce qu'ils voient un chien qui arrive sur eux, quoi. Alors qu'ils l'auraient pas forcément fait avec la canne? Ouais, non, avec la canne, les gens ils te marchent sur la canne, ils s'en foutent un peu. Ah ouais. Écoute, je me demandais s'il y avait un moment où, particulièrement dans ton rôle de papa, tu avais été bluffé par un de tes chiens et qui restait un souvenir assez marquant pour toi. Pas forcément. Après, les chiens, instinctivement, vont garder un œil sur les enfants et vont quand même faire attention à qui peut s'approcher, etc. Donc, c'est vrai qu'on a eu quelques petites surprises quand des gens s'approchaient un peu dans un autre monde, on va dire ça comme ça. Les chiens ont forcément un instinct un peu protecteur et beaucoup plus protecteur vis-à-vis des enfants que vis-à-vis de nous. D'accord. C'est pas forcément lié aux chiens guides. Puis, voilà, enfin, ils leur font des câlins. Les enfants font des câlins aux chiens. Moi, la petite s'allonge dans les pattes de Jamix, ça lui pose pas de problème. Il va poser la patte sur elle et puis il va continuer à dormir. Mais c'est valable pour une bonne partie des chiens où l'éducation reste carrée. Et justement, par rapport à cette relation qu'ont tes filles avec les chiens, c'est un peu leur confident ou pas du tout? Elles savent très bien que c'est le chien entre guillemets de papa et le chien de maman. Comment elles perçoivent les choses? Elles perçoivent comme étant les chiens de la famille. D'accord. Bon, c'est quand même le chien de maman ou de papa parce que c'est plus l'un ou l'autre qui est avec, parce que de fait. Oui, vous interchangez pas les chiens le matin. On n'interchange pas les chiens, sauf quand moi je sors les deux ou que ma femme sort les deux. Oui. L'un ou l'autre est occupé. Elles savent que c'est des chiens aussi qui sont voués à un moment à partir de la maison. D'accord. Parce que la grande le sait, la petite l'apprendra au fur et à mesure du temps. Bien sûr. Parce qu'effectivement, alors si on était en maison, je pense peut-être qu'on les garderait. Le fait est qu'on est en appartement au 9e étage. Un chien à la retraite, si l'ascenseur fonctionne pas, ça peut devenir très compliqué. Et puis même en termes de gestion à la maison, ça veut aussi dire que t'as un chien en plus. Ouais, c'est ça, avoir 3 ou 4 chiens au bout d'un moment, ça peut devenir compliqué. Le chien à la retraite voit le chien guide en activité partir. Et du coup, il se demande pourquoi lui il part pas. Enfin, moi, je l'ai vu lui avec le mien qui était en convalescence quand je partais en Cannes.
campagne, Ouais. restaient à la maison, ils chouinaient, quoi. Ils se demandaient pourquoi ils partaient pas. Donc du coup, ça peut devenir assez compliqué, quoi. Mais du coup, là, les filles le savent très bien et elles savent aussi, alors peut-être l'aînée, pas encore la plus petite, mais j'imagine que vous leur avez expliqué la famille d'accueil, l'éducation à l'école, etc. Elles connaissent aussi le chien guide dans son éducation, de fait. Ouais, puis elles vont régulièrement aux portes ouvertes avec nous. Ouais. Enfin, pas encore la petite parce que malheureusement il y a eu le Covid pour le coup, mais du coup la grande elle est habituée aux portes ouvertes. Elle a dit au revoir déjà à 2 chiens, donc à Inko et Darline et Manchou d'ailleurs, aux 3 chiens. Quand on a ramené les chiens, on a toujours fait en sorte de prendre la grande en tout cas avec nous, pour qu'elle ait aussi ce moment de partage avec les chiens, de pouvoir leur dire au revoir et de temps d'explication aussi avec l'école, etc. Que l'éducateur de l'école puisse aussi expliquer à l'enfant le pourquoi du comment. Même si nous on a expliqué, c'est aussi important qu'il y ait un tiers qui explique. Et je trouve ça moi très important de faire participer les enfants à ce qui se passe dans la vie des chiens aussi et dans notre vie à nous, pour pas non plus éloigner l'enfant de telle ou telle prise de décision. Par exemple, moi Jamix était en convalescence là au mois de février parce qu'il a été opéré d'une articulation de la patte et à un moment en fait mon ascenseur est tombé en panne à cause d'inondation, donc je savais pas combien de temps il allait être en rade, même si d'habitude en une journée c'est réparé, mais bon c'est tout jamais. Et du coup l'école de chez Dim me l'a pris en famille relais le temps de la réparation de l'ascenseur, et j'ai pris la petite avec moi pour amener Jamix du coup à l'école à Linor. Oui, du coup pour qu'elle comprenne bien ce qui se passait, qu'elle puisse visualiser. Ouais, puis qu'elle lui fasse un gros câlin avant qu'il parte en famille relais. Donc vraiment de les investir, et ça c'est quelque chose qui fonctionne chez vous, c'est vraiment que ce soit les chiens de famille, mais qu'ils soient aussi, que les enfants soient aussi investis dans pourquoi ces chiens-là sont à vos côtés aussi. Ouais, puis qu'elle soit aussi en capacité de pouvoir leur donner des ordres, c'est-à-dire que si ils sont en train d'aller fouiller dans la caisse des chats, la grande est capable de leur dire d'aller à leur place, quoi. Oui, donc même en termes un petit peu d'éducation, comme un chien de famille en fait. Ouais, c'est ça, les humains sont les chefs de meute, quel que soit l'âge de l'humain. Alors j'imagine qu'avec c'est pareil encore, Cyrielle qui nous racontait ça au début du mois, elle nous racontait que ses enfants qui ont 3 ans et demi maintenant, quand ils commençaient à dire assis à la chienne, c'était pas forcément toujours très affirmé, parce que c'est un assis d'un enfant de 2-3 ans, c'est toujours un petit peu rigolo à écouter, mais en tout cas ils essayaient d'avoir un peu d'autorité positive sur le chien pour faire quelques tâches. J'imagine que alors avec ton aîné ça doit prendre beaucoup mieux pour l'instant qu'avec ta petite, qui doit être encore un peu jeune. Je sais pas quelle est l'interaction qu'elle a la petite justement avec les 2 chiens. La petite pour l'instant elle est dans la découverte, elle est dans la découverte de qu'est-ce que c'est un chien, de qu'il a 4 pattes, qu'il fait waf, qu'il y a des poils qu'on peut tirer et que c'est rigolo, voilà. Elle monte dessus, elle fait du cheval dessus, elle leur met des petites tapes, tout ça sous notre regard et notre contrôle, à leur faire des câlins entre les pattes, voilà. Donc elle est encore dans cette interaction-là. La grande, elle s'en préoccupe pas. Alors, ça m'est arrivé des fois quand je sortais Jamix juste en laisse pour le sortir faire ses besoins devant chez moi, que ce soit elle qui le prenne du coup. D'accord. Ou qu'elle prenne au Swan. Si je sors les deux, elle prend au Swan et je garde Jamix, quoi. Super fier de tenir le chien, de le faire marcher au pied. Ouais, il était trop bien au pied à côté de moi. Il a écouté, il a pas couru. Donc lui aussi, il va apprendre les règles de sécurité, à pas courir avec le chien. Voilà, c'est aussi un apprentissage de comment on se comporte avec un animal, quoi. Et justement, ça me fait penser quand vous allez au parc tous ensemble, détendre les chiens. Cyrielle nous disait que pour les besoins en tant que famille d'accueil, elle multiplie les sorties. Elle fait une sortie dédiée aux chiens qu'elle a en famille d'accueil et une sortie dédiée à ses petits garçons. Même si les uns sont là pour la sortie de l'autre, mais parce que c'était compliqué d'avoir justement d'étendre le chien sur l'aire de jeu des enfants, par exemple. De votre côté, ça s'organise comment? Vous avez réussi à tout combiner? Ou en plus, il y a les 2 chiens? Alors du coup, on fait quand même attention, c'est-à-dire que la détente des chiens, c'est pas jamais là où il y a des enfants. Enfin, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants à proximité, ou qu'il y ait en tout cas pas de jeu d'enfants à proximité. Bien sûr. On a l'avantage sur Bègle d'avoir quand même pas mal de zones boisées et de zones vertes. On a encore des coins un peu reculés, donc dans un grand parc de Bègle qui s'appelle le parc de Mussonville, où ils ont aménagé des espèces de plages pour que les chiens puissent aller nager, etc. Donc la petite court derrière les chiens et s'amuse avec les chiens. Mais en général, j'essaie quand même de la rappeler à l'ordre en disant non, tu cours pas trop derrière les animaux, là c'est leur moment à eux. Toi, tu cours de ton côté, parce que si tu cours derrière eux, moi je vais plus les voir, ils vont partir aller chasser le renard ou chasser le lièvre ou je ne sais quoi. Donc voilà, il y a certaines règles de sécurité aussi et de faire attention. Et effectivement, une fois qu'on est dans l'aire de jeu pour enfants, les chiens sont attachés et restent à côté de nous. Ou alors sont attachés à une barrière et nous on est avec les enfants. Donc il y a une barrière dans l'aire de jeu, pas à l'extérieur. Oui. Donc vous arrivez à tout combiner, mais en faisant 2 temps en fait dans la sortie. Avec de
l'organisation, ouais. Ouais. Et je me demandais si tu avais, grâce au chien guide, fait une ou plusieurs rencontres assez exceptionnelles que t'aurais pas forcément fait sans être accompagné d'un chien guide. Alors je sais pas si vous vous êtes rencontrés via les chiens guides avec Tatiana. Oh non, on se connaît depuis 25 ans, si ce n'est plus. Voilà. Mais du coup, est-ce que, parce que je pense que c'est une rencontre exceptionnelle quand même. Oui. Mais est-ce que tu en as fait une que tu aurais pas forcément fait en l'absence de Bongo, de Inko ou de Jamix? Je qualifierais pas forcément de rencontre exceptionnelle, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, quand on a un chien guide, on fait toujours des rencontres. Mhm. C'est-à-dire que les gens spontanément vont venir te parler, vont venir t'interroger, vont venir ou caresser le chien ou machin. Clairement, pour un mec célibataire, un chien guide, j'imagine que c'est le bon moyen de faire des connaissances. Les gens spontanément viennent te parler et il peut y avoir des liens effectivement d'amitié ou autre, enfin en tout cas de copinage qu'on puisse créer effectivement grâce au chien au départ. Et après, du coup, les gens viennent faire connaissance avec toi, etc. Mais le chien est souvent une porte d'entrée effectivement à ce que les gens viennent faire connaissance. Oui, puis tu m'avais... alors, c'est peut-être pas une rencontre exceptionnelle, mais il y a quand même quelqu'un que j'ai déjà eu à mon micro qui a joué un grand rôle dans la vie de Jamix. Ouais, Thibaut. Voilà, tu m'avais parlé de Thibaut, que moi j'avais interrogé à l'épisode 12 il y a quelques mois déjà, et tu m'en as parlé spontanément en me disant, d'ailleurs, c'est Thibaut qui a éduqué Jamix. Ça fait aussi partie des rencontres au sein de l'école. Ouais, les éducateurs de mes chiens en général, c'est des gens quand même que... Alors du coup, j'ai eu Corinne pour Bongo, j'ai eu William avec qui je me suis très bien entendu pour Inko, Thibaut pour Jamix avec qui pareil on s'est super bien entendu. Et puis des rencontres à chaque chien guide, du coup tu as eu l'occasion d'avoir... Et des rencontres, j'ai quelques petites anecdotes, Corinne qui m'a amené Bongo et qui tenait sa laisse tout le temps, William qui s'est fait contrôler pour la seule et unique fois en voiture de fonction avec moi. Puis Thibaut, avec qui on s'est très bien entendu, avec qui le contact est vite passé, et avec qui on a pu trouver des bases de fonctionnement avec Jamix qui étaient top, quoi. On a gardé contact, toujours très content d'avoir des nouvelles de Jamix, et je suis très content de lui donner des nouvelles de Jamix aussi, quoi. Ouais, oui, c'est sûr que c'est des personnes qui sont importantes dans les parcours qu'on fait chacun, que ce soit côté famille d'accueil ou côté bénéficiaire. C'est vrai que voilà, l'école reste quand même au centre et sans l'école, il y aurait pas grand-chose au final. Oui, c'est ça. Ouais, les rencontres qu'on peut faire au sein de l'école et même des rencontres amicales que moi j'ai pu faire avec d'autres bénéficiaires au sein de l'école, c'est important. Bon, on voit en tout cas que vous avez trouvé votre équilibre avec les deux petites, les deux chiens, les deux chats, comme tu nous le disais. Je me permets de te poser la question de fin. Je me demandais quel était ton pire et ton meilleur moment que tu as eu l'occasion de vivre avec tes chiens guides, ton ou tes chiens guides. Le meilleur moment où j'ai peut-être un peu été bluffé, c'était avec Jamix d'ailleurs. C'était à l'époque où je faisais des allers-retours très réguliers entre Bordeaux et Paris pour trouver un appartement sur Bordeaux. Et du coup, un soir, je suis rentré sur Paris à un moment où en fait c'était l'époque où il y avait énormément de neige à Paris et donc où tout était bloqué. Et où du coup, au lieu d'arriver à 21h à Paris, je suis arrivé à minuit. Et je suis pas arrivé à la station où je voulais arriver au départ. Je voulais arriver à Massy, je suis arrivé à Marne-la-Vallée. Ouais, ok. Donc j'ai fait un joli détour, donc le chien cramé, moi j'étais claqué aussi, le chien hyper claqué. Et en fait, du coup, en arrivant dans ma banlieue sud, à Saint-Michel-sur-Orge, il y avait une dizaine de centimètres de neige à peu près. Je suis arrivé à 3h du matin et le chien a guidé tout le long sans aucun problème. C'est-à-dire que du coup, j'ai fait 2 kilomètres à pied pour rentrer de la gare à chez moi. Et le chien, sans problème, avec les 10 centimètres de neige, a traversé toute la neige, donc en haletant, en grognant un peu parce que ça le saoulait, mais du coup a réussi à me ramener à bon port. Et là, j'ai vraiment été bluffé. J'ai dit, oh. Ouais, après une journée comme ça... Et même moi, j'étais pas sûr de pouvoir le faire, quoi. J'avais pris le train à 5h, j'en pouvais plus. Je suis rentré, je me suis allongé sur le canapé, je sais pas ce qui s'était passé. Et c'est le lendemain où je me suis dit, ouais, quand même, 20 centimètres de neige, le chien l'a fait, quoi. Ouais. C'est vraiment un moment, un des moments qui m'a bluffé. J'en ai eu d'autres, Bongo qui me retrouve un endroit qu'il a vu qu'une seule fois et qui va tout seul sans problème. 2 ou 3 petits trucs comme ça. Des pires moments avec des chiens. Alors j'en ai eu un avec Inko où pour le coup il se mettait à agresser les autres congénères en plein guidage. C'était sur les derniers moments avant qu'il soit réformé et qu'il aille du coup avec une famille où il y avait une personne épileptique où il a appris à détecter des crises d'épilepsie. Et j'en ai eu un avec Jamix où lui pour le coup il s'est fait agresser par un chien de personnes en errance à la gare de Bordeaux et où du coup moi j'ai eu un peu un instinct de survie pour mon chien. Ce que je veux dire est très mal, mais du coup j'ai dégagé l'autre chien à coup de latte. Oui, t'as pas eu l'occasion de réfléchir à... En fait, je voulais pas toucher sa gueule parce que j'avais clairement peur qu'il me morde et que du coup j'ai placé mon pied au niveau de ses flancs pour pas le blesser non plus. J'ai aussi fait attention quand même à pas blesser l'autre chien.
j'ai placé mon pied au niveau de ses flancs et je l'ai poussé avec le pied, en fait. Ouais. Ça n'a pas été un coup de latte violent, hein. Le chien s'est poussé et est parti de l'autre côté. Je pense qu'il a compris que c'était pas cool. Mais par contre, je suis allé direct chez le veto pour mon chien pour voir s'il n'y avait pas de morsure. Et du coup, depuis, Jamix a assez peur des chiens de personnes en errance, et dès qu'il voit une personne en errance avec un chien, il s'éloigne de 3-4 mètres. D'accord. Ouais, bah ça l'a marqué. Ce qui peut être un peu gênant au guidage, mais On peut comprendre aussi, on s'adapte. Voilà, mais je vais pas le faire réformer à un an de la retraite, quoi. On va laisser couler. On s'adapte. C'est comme tout, tu t'adaptes aux chiens, tu t'adaptes aux enfants, voilà, tu t'adaptes à la nouvelle ville. Voilà, c'est ça. Il faut aussi avoir cette capacité-là. Mais c'est vrai que ce moment où j'ai dû virer le chien avec mon pied m'a un peu marqué parce que c'est pas. Pas dans tes habitudes. Non. Et puis je me suis dit, faut que je fasse gaffe à pas blesser le chien, mais en même temps, faut que mon chien se fasse pas mordre non plus. Faut que moi je me fasse pas mordre non plus parce qu'un chien de personne en errance, on sait pas s'il est vacciné, si machin. Donc on fait quand même un peu attention. Oui, t'as eu la lueur d'esprit par ton métier, un peu une déformation professionnelle de te dire. Mais complètement des formations professionnelles. Donc effectivement, j'ai privilégié. Alors je me suis fait engueuler par le maître du chien, hein, d'avoir poussé son clébard. Ouais. Puis il avait une laisse en fait avec lui. Je dis écoute, mais la laisse à ton chien. Enfin, une personne en errance reste une personne et je me permets de lui parler comme une personne, quoi. Ouais, donc moment assez difficile, mais finalement il y avait pas de blessure. Assez difficile et flippant, ouais, mais il y avait pas de blessure, il y avait rien. La vétérinaire m'a même pas fait payer la consultation parce que du coup elle me connaît et elle m'a dit non, mais je comprends. Je l'ai appelé direct. Je dis voilà, mon chien guide s'est fait agresser. Je veux vous voir. Vérifier s'il n'y a pas de blessure. J'ai déjà contrôlé, pour moi il n'y a rien, mais je préfère venir. Ok. Le fait d'aller chez le vétérinaire direct, ça permet aussi de rassurer le chien, parce que c'était un lieu qu'il connaissait, où il sait qu'il a droit à des gâteaux tout le temps. Et donc du coup, ça a permis aussi de poser un peu. Oui, donc c'était un check pour voir que tout allait bien, et ça t'a permis aussi de te rassurer vis-à-vis du chien. Ouais. Ok, et ben écoute, merci à toi. Et bien de rien. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner justement alors soit à des déficients visuels qui sont accompagnés d'un chien guide et qui vont agrandir la famille, soit justement des gens qui ont déjà des jeunes enfants et qui veulent faire leur demande de chien guide. Est-ce que tu aurais un conseil justement en tant que papa, maître de chien guide? Considérer que le chien guide reste un chien avant toute chose et que il faut faire attention aux réactions de l'enfant avec le chien, mais aussi aux réactions du chien avec l'enfant. Mais ça amène énormément de choses aux enfants en termes d'apprentissage, en termes de moi, ma grande de 5 ans et demi, elle demande toujours aux autres personnes si elle peut caresser leur chien avant de le caresser. Et avant de le caresser, elle présente sa main devant la gueule du chien. Elle a ces automatismes. Elle a ces automatismes-là. Mais parce qu'elle m'a vu faire aussi avec ses camarades de classe quand j'arrivais avec Jamix, donc dans son ancienne école, où tous les enfants voulaient caresser le chien. Et moi, je faisais en sorte que c'était les enfants qui avaient le plus peur du chien. Je leur disais, mais non, viens me voir, tu vas voir, tu vas le caresser avec moi. Et je faisais toujours d'abord avec les enfants qui avaient le plus peur du chien. Pour aussi normaliser le chien dans l'école et être aussi à l'aise avec ce rôle de sensibilisation du chien guide dans les lieux type crèche, école, etc. Oui, parce que de fait, t'y es confronté et ça fait partie du quotidien. Ouais, et ne pas être forcément sur la défensive. Bon, en école, je leur laisse pas le choix. À la crèche, ça peut être un peu plus compliqué, où là, effectivement, on a trouvé un peu des adaptations. Ouais. Parce qu'on peut comprendre qu'avec des jeunes enfants, ça peut être compliqué vis-à-vis d'autres parents, etc. Donc nous, le chien, il restait là où on change les enfants. Il rentrait pas dans le lieu d'accueil. Cyrielle me disait aussi au début du mois que du coup, les élèves qu'elle a, les élèves chien guide, ils restent dans le vestiaire, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ce qui est tout à fait normal. Et par contre, en école maternelle, faut savoir que moi, je sais que je tenais mon chien au harnais et la laisse de l'autre main de manière hyper courte. Oui, t'anticipes et tu t'adaptes. À ras du collier, quoi. Faut aussi avoir cette volonté d'adaptation et d'anticipation quand on a un chien guide et quand on est parent. Parce qu'effectivement, d'autres parents peuvent avoir un peu peur, peuvent un peu... Il faut apprendre à laisser couler. En tout cas, on a pris beaucoup de conseils de ton expérience, de votre expérience, parce que tu n'es pas tout seul dans l'aventure, que ce soit avec ton chien ou avec ta compagne aussi. C'est ça. Qui a aussi un chien guide. Et vraiment apprendre à laisser couler les remarques des autres personnes sur le chien, sur le fait d'être handicapé parent. Mais en général, quand on est handicapé parent, on a déjà appris à laisser couler parce qu'on connaît les limites avec notre handicap. C'est sûr. Pour la petite anecdote, moi je me suis baladé une fois à rester avec la grande du coup qui avait son sac à dos singe. Donc du coup on était avec ma femme, les deux chiens et donc ma grande qui avait le sac à dos singe. Et on a une dame sur Bordeaux qui nous dit tout le monde est attaché. Ouais, oui. Voilà, ma réponse a été sauf ma femme, elle a pas voulu.
Il faut avoir de la répartie dans ces moments-là. Voilà. Et là, d'un coup, la personne savait plus quoi dire et elle se barrait. C'était plus simple. Bon, mais écoute, sur ces mots où on voit bien qu'il faut avoir un peu de répartie quand même et de second degré quand même pour accepter ces remarques qui parfois sont un peu choquantes, je me dois de le dire. Complètement. En effet, il faut assumer, alors pas d'attacher tout le monde ou personne, mais simplement d'avoir fait ses choix et d'être dans son quotidien en droit de le faire, comme tous les autres êtres humains. Et ben écoute, on a déjà beaucoup discuté, je voulais vraiment te remercier. Et du coup, j'en profite pour du coup les personnes des fictions visuelles qui voudraient avoir un chien guide ou qui ont un chien guide et qui voudraient être parents, à indiquer qu'on a un groupe de parents aveugles sur Facebook. Oui. Qui reste dans la bienveillance, que je modère énormément, parce que c'est moi l'administrateur avec un autre copain. Qui permet de poser des questions. Qui permet de poser des questions toutes diverses et variées sur la parentalité, sur le chien guide et la parentalité, sur le chien guide en institution type crèche, école, etc. C'est des questions qui reviennent aussi beaucoup, qui permettent d'évacuer pas mal de craintes. Oui, moi j'y suis, alors pas en tant que parent aveugle, mais du coup via aussi mon application. Mais même les familles d'accueil sont les bienvenues. Voilà, j'y suis depuis quelques années. C'est vrai qu'on s'était croisés comme ça par le biais de Facebook. Et puis c'est vrai que c'est passionnant de voir aussi cette capacité d'adaptation et qu'il n'y a pas de limite, sauf celle qu'on se met, je dirais. Complètement. Apprendre à sortir de sa zone de confort. Eh ben écoute, je noterai bien en tout cas pour ce groupe Facebook, je mettrai les références dans le descriptif de l'épisode. Et puis il me reste à te souhaiter une très bonne journée. À bientôt, peut-être sur Bordeaux. Eh bien à bientôt. Probablement quand tu veux. C'est une belle ville à visiter. Pas de problème, avec plaisir. Et puis comme ça, je pourrais rencontrer toute la petite famille avec grand plaisir. Eh bien sans problème. Eh ben merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Nourdine pour son temps et son témoignage, grâce à qui j'ai beaucoup appris. Et qui servira, je l'espère, aux parents ou futurs parents accompagnés d'un chien guide d'aveugle. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant plein de photos de Nourdine et ses filles sur mon blog futurchienguide.fr. Et pour faire grandir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou encore à en parler autour de vous. D'ailleurs, rendez-vous dès vendredi prochain pour le 2e hors-série de l'été sur les chiens d'assistance. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles ou d'assistance.